Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, notre invité, joueur de hockey des Panthers de la Floride, Jonathan Huberdeau, qui est également impliqué dans l'acquisition du club de golf Le Mirage. À la leçon, Éric Laporte nous dit qu'il n'est pas nécessaire de toujours frapper en ligne droite. On peut y aller de différentes trajectoires. Et notre visite cette semaine nous amène dans la région des Laurentides, à Tremblant, où on redécouvre le diable. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On a le privilège d'être avec le hockeyeur Jonathan Huberdeau. Jonathan, bienvenue au 19e. Merci. Je pense que c'est ta deuxième entrevue golf. Il y a quelques années qu'on t'a jasé de golf. Oui, c'est vrai. Est-ce que la passion a évolué vers le côté positif depuis tout ce temps-là? Je pourrais dire que ça restait la même. Je veux dire, je suis rentré ici au Mirage, donc Ouais. c'est le fun. Je joue un peu plus souvent. Je pense que la passion, il faudrait que je prenne un peu plus de cours de golf là, pour aimer ça un peu plus, mais c'est surtout le temps passé avec les amis, c'est ça que j'aime. Sur Je le viens terrain. sur le terrain. Qui t'a initié à la base? Qui t'a tiré vers un terrain de golf? Initié, je pourrais dire, plus mon grand-père, il jouait. À côté de ma famille, mes parents ne jouaient pas au golf. Donc, OK. c'est plus avec mes amis, on a commencé à jouer. C'est sûr qu'on ne jouait pas bien au début, mais on s'est amélioré tout le monde. Puis on joue tous le même score à peu près, donc c'est bien le fun. Quoi, en Floride, est-ce qu'il y a des terrains que tu as la chance de jouer ou pendant la saison, c'est hockey à 100 puis... Si on focus plus hockey pendant la saison, mais certains, j'ai eu la chance de jouer le terrain de Michael Jordan, Grove Oui. 23. Là, je l'ai joué 7-8 fois cette année, là, puis c'est quand même impressionnant là, d'être là-bas. Et là, on m'a déjà dit qu'il livrait en drone le lunch ou les breuvages avec des drones. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai entendu dire, mais je pense que... C'est juste Je pour pense Michael que ça- Jordan? Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été... Il n'y avait pas de permis, je pense, pour ça, donc ça n'a pas continué, Bon. mais j'ai entendu ça aussi. Donc, c'est un mythe pour l'instant. Là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce terrain-là qui t'ont impressionné? Évidemment, c'est un parcours qui doit être impeccable. Oui, vraiment impeccable. C'est sûr que ça commence, donc il y a moins d'arbres, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est quand même ouvert comme terrain, mais c'est sûr, les verts roulent beaucoup, roulent vite. Puis aussi, c'est comme un terrain, t'es pas obligé, je pense que tu peux t'habiller comme tu veux. C'est certain que nous, on le faisait pas, mais je pense que c'est vraiment lay-back comme terrain, je pourrais dire. Puis les karts, ils roulent vite, ils roulent à peut-être 50 000 à l'heure. Là, tu peux jouer un 18 en 2h15, 2h30. Un peu comme Michael Jordan le souhaite, là, évidemment, de ce qu'on sait comme, qu'il est C'est comme ça. golfeur. Il aime jouer rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres terrains exclusifs que tu as eu la chance de jouer? Évidemment, la trempe de Grove 23, c'est Ouais, ailleurs, là, c'est mais... ça. C'est sûr que quand on va sur la route, des fois, si on a 2 jours entre les parties, on essaie de jouer. On a joué, c'est sûr, Pebble Beach, on a eu la chance de jouer les terrains en Californie, je pourrais dire Southern Island aussi. Tu sais, des beaux terrains. On a joué beaucoup des beaux terrains. Je me souviens pas là, en ce moment des noms noms. des terrains, mais certains qu'on a la chance, on a des connexions un peu, donc on peut jouer des beaux terrains. Puis c'est souvent le fun. Certains qu'on essaie de moins jouer pendant la saison, focuser plus hockey, mais certains que l'été, j'aimerais ça faire des voyages de golf. Là. J'aime ça, comme je dis. Je suis assez bon. Je suis assez tu sais, bon pour aller faire un Pour en voyage profiter. de golf, c'est ça, pour en profiter, mais certains que j'aimerais ça m'améliorer puis avoir jouer en bas des 80. Là, Tu souvent. parles de voyage, justement. Là, on reprend un semblant de normalité là, avec la pandémie qui est un peu plus derrière nous. As-tu un point sur une map, un bucket list ou une liste sur ta liste de souhaits? Oui, certains à Arizona, je pense qu'il y a beaucoup des beaux terrains là-bas. Les coyotes, ils jouent des fois. C'est ça. C'est plus dans le désert. C'est un autre... Un autre style. C'est ça, un autre style, je pourrais dire. Puis ça serait peut-être là-bas en Arizona. Sinon, tu sais, au Canada aussi, il y a des beaux terrains. L'île du Prince-Édouard, il y a des beaux terrains là-bas. Donc, Tout à fait. On a parlé beaucoup de Cabot Cliff. Oui, c'est ça, j'aimerais aussi, ça c'est aller jouer. un beau coin. Et quand tu es sur le terrain, qu'est-ce que tu aimes appliquer? Est-ce que c'est plus facile pour toi la long game, le jeu long, la drive ou la short game, le jeu court? La drive, c'est certain qu'on aime ça. En tant que joueur de hockey, on dirait que c'est moins de finesse, c'est plus aller à frapper le plus fort que tu peux. Ouais.
Mais ça, c'est un ajustement que je dois faire. Mais surtout, je pense que ma force, c'est à 100 verges, là, pas mal, là, les petits 60 degrés, 56. C'est payant, ces cartes de pointage? Oui, c'est ça. C'est certain que cet été, c'était moins payant. Mais non, surtout, c'est dans ce coin-là que je pense que ma game est meilleure. Le putting, ça dépend. Je suis peut-être mon bâton de hockey, donc si on peut voir. Ça fonctionne des fois? Ça fonctionne oui. des fois. Mes amis diraient pas souvent, mais ça fonctionne des fois. Jonathan, je termine avec 5 questions ultra rapides. Je te donne un choix. Tu réponds le plus vite possible. Voiture à main, voiture électrique. Je sens la réponse. Oui, c'est sûr. Voiture électrique quand on s'entraîne le matin. C'est bon. Deuxièmement, tu as 1h30 devant toi. Tu vas au terrain d'exercice ou tu vas jouer 9 trous? Je vais jouer 9 trous. Au 9,5, hot dog ou sandwich? Sandwich. Jack Nicklaus ou Tiger Woods? Tiger Woods, vu que je l'ai connu, plus je l'ai vu, plus jouer. Donc, de notre génération? Oui, plus de ma génération. Tournoi des maîtres ou British Open? Tournoi des maîtres. Je pourrais dire, on dirait que c'est plus vers ici, British, c'est plus là-bas. Puis que les heures, des fois, on peut pas tout écouter. Donc, je pense que j'aimerais ça aller au tournoi des maîtres, aller voir live là, une fois dans ma vie. Je te souhaite un contact au moins une fois dans ta carrière. Ouais, on devrait être capable. Jonathan, merci beaucoup. Merci. Émilie, c'est temps de passer à notre question quiz. On revient avec nos anniversaires. C'est l'anniversaire de naissance de Justin Thomas, le 29 avril. Oui, et est-ce que ce sera son année chanceuse puisqu'il célébrera son 29e anniversaire? Lui qui est originaire du Kentucky. Il a quelques trophées à son actif, la Coupe FedEx, également 2 titres remportés dans la série Championnat du monde et un majeur, c'était le championnat de la PGA en 2017, ce qui m'amène à notre question quiz de la semaine. Sur quel parcours Justin Thomas a-t-il remporté le championnat de la PGA? Est-ce A, Quail Hollow, B, Baltus Roll ou C, Belle-Rive? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé sur quel parcours Justin Thomas a-t-il remporté le championnat de la PGA? Eh bien, la réponse est A. Le club de golf Quail Hollow dans la région de Charlotte, en Caroline du Nord, qui est une destination bien connue sur le circuit PGA Tour, à l'occasion, entre autres, du championnat Wells Fargo. Mais c'est un tracé aussi qui peut recevoir des majeurs, comme on l'a vu en 2017. Thomas l'avait emporté avec 2 coups d'avance sur Louis Oosthuizen, également Francesco Molinari, et le 3e, c'était Patrick Reed. Oui, Quail Hollow, c'est un parcours légendaire, bien connu dans la région, et on l'a revampé un peu avant la présentation de ce championnat. Mais attention, il sera à nouveau dans l'actualité puisqu'on va y présenter en octobre prochain la Coupe des présidents et à la suite de quoi la prochaine destination de la Coupe sera le Royal Montréal. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le moment de la chronique équipement, toujours en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Tu es en forme cette semaine, j'espère? Très en forme. Parce qu'on parle d'ajustement sur mesure. Je pense que c'est ton terrain de jeu depuis plusieurs années. Oui. On a des boîtes de départ devant soi. On va y revenir un peu plus tard pour ce qui est des ajustements précis qu'on peut y apporter. Mais on va parler de l'ABC de l'ajustement. Oui. Comment ça fonctionne, combien de temps ça prend et est-ce que c'est bon pour tout le monde finalement? Écoute, une session d'ajustement va durer environ 1 heure. Puis oui, c'est bon pour tout le monde. Dans le fond, le but, c'est de maximiser ton équipement parce qu'il n'y a personne qui a la même vitesse d'élan, même grandeur, même grosseur de main. Alors, c'est tout ça qu'on met ensemble pour faire un équipement sur mesure qui est parfait. Parle-nous de la procédure quand il y a un golfeur ou une golfeuse se présente. Écoute, on marche sur rendez-vous, on amène l'équipement qu'il possède présentement, on s'installe dans nos moniteurs. C'est G-Quad, je collecte toutes les données. Après ça, on analyse tous ensemble. Je pose des questions, une petite interview pour savoir le handicap, comment il frappe son fer 7, exemple, comment de partie qui joue, les misses, c'est à droite ou à gauche qui manque souvent. On fait tout un melting pot de ça, puis ça va donner un équipement fait parfaitement pour lui. Donc, il n'y aura pas besoin d'adapter son élan pour son équipement. On va adapter l'équipement pour son élan. Excellent. Pour ce qui est des composantes qu'on peut ajuster dans un bâton, sans parler nécessairement des bois de départ, tu as parlé de la prise. Qu'est-ce qui peut changer? Écoute, grosseur de prise. Quelqu'un, exemple, qui fait beaucoup de crochets intérieurs, on va grossir un petit peu la grippe. Quelqu'un qui a des petites mains, on s'entend que si la prise est trop grosse, il va serrer le bâton beaucoup. On va toujours sur mesure par rapport aux doigts. Après ça, les bons golfeurs, je travaille trajectoire de balle. Quelqu'un qui fait beaucoup de crochets extérieurs, on rapetisse la grippe. La fameuse slice? Oui, quelqu'un qui met, mettons, une grippe jumbo puis qui slice de plus en plus, la raison est là aussi. Il y a le mouvement, mais il y a la grosseur de la grippe. Il y a la tige, le poids de la tige. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'auteur, on met une tige qui est plus légère. On va monter la hauteur de balle. Un bon golfeur qui est très rapide,
qui spinne beaucoup. On va avoir une tige plus lourde. Une tige plus lourde, automatiquement, baisser ses balles. Le loft va être différent aussi. Est-ce que la longueur de la tige peut influencer aussi? Très important, c'est qu'en mettant un tape au niveau de la face du bâton, s'il frappe sur le talon trop court, trop long, fait qu'on va s'ajuster avec ça. Quelqu'un de 6 pieds 4, 6 pieds 3, 6 pieds 4, on va rallonger le bâton. C'est tout cet ensemble de choses-là qui fait qu'on maximise l'équipement du golfeur. Donc, pour y aller d'un ajustement complet, oui. Évidemment, il faut aller voir un spécialiste un peu comme toi. Maintenant, je veux parler des bois de départ parce que la majorité des golfeurs et golfeuses peuvent faire l'achat de bois de départ qui ont des ajustements et qui peuvent eux-mêmes ajuster, que ce soit des poids amovibles ou des tiges à l'embout ajustables. On va commencer avec des poids amovibles qui sont sur le dessus. Il y a quelques modèles cette année. Il y en a de moins en moins. Ça, par exemple, c'est le Stealth de TaylorMade. Le fameux Stealth Plus. Alors, exemple, le poids qui est ici, si on le laisse au centre, ça va donner beaucoup moins de spin. Quelqu'un qui a un crochet extérieur, on va descendre le poids au niveau du talon. Ça va corriger. Quelqu'un qui fait un crochet intérieur, on va mettre le poids sur le bout de l'orteil. Ça va retarder la face un petit peu à l'impact. Donc, plus la différence peut être notoire, comme sur un rail ici, ou par exemple ici, le modèle féminin de Cobra, on voit vraiment là, le poids qui est directement au talon ou complètement à l'extrémité. Là, on vient vraiment influencer. Oui, puis dans ce cas ici, on a deux poids différents. Alors, le plus lourd au niveau du talon va couper le crochet extérieur. Et le poids le plus lourd à l'extrémité va faire lever les balles. Il va le faire lever les balles et aussi maximiser le moment d'inertie, stabiliser la tête. C'est pour les poids. Et comme je l'ai mentionné, là, il y a de moins en moins de modèles qui proposent des poids amovibles. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et là, je veux terminer avec la tige de l'embout ajustable qui est dans les bois de départ. Il y a les bois d'allée, mais il y a aussi les bois hybrides, quelques modèles. Les bâtons hybrides, pardon. Chez Cobra et chez TaylorMade, on n'a qu'un seul embout, alors que chez Titleist et chez Callaway, on a 2 dagues, en fait. Oui, ce qui fait 16 positions différentes. Tandis que TaylorMade, par exemple, et Cobra, on a 8 positions. Oui, puis n'oubliez pas une chose, c'est que quand on monte un loft, mettons qu'on va au niveau du plus, le bâton ne va pas ouvrir comme ceci. La face va venir fermer. Donc, si vous avez un 10, 10 et demi, puis on veut l'augmenter, on ne peut pas simplement... le bâton ne fera pas ça ici. Fait que souvent, quelqu'un qui a un énorme crochet extérieur, je vais y mettre le poids sur le talon et en plus, je vais monter de plus 2 le loft. Ce qui va faire fermer. Fermer la face et dans un sens, ouvrir légèrement, mais fermer. Et c'est l'inverse aussi. Si vous avez un 9 ou un 10 et que vous voulez baisser, nécessairement, vous allez baisser l'angle d'envol, oui. Ce qui va ouvrir la taille. Ouvrir la face. Ce qui va accentuer le crochet extérieur. Les 2 axes, là, de façon géométrique, fonctionnent ensemble. On n'a pas le choix. Oui, puis chez Callaway, on a 2 dagues. L'avantage de ceci, c'est que si vous jouez avec une grippe... Avec des alignements? Avec des alignements comme ici, avec les 2 dagues, l'alignement ne changera pas. Alors, quand je vais jouer avec les dagues ici, j'installe le bâton, mon alignement va toujours être identique à l'avant. Peu importe. Peu importe la grippe qu'on va choisir, peu importe l'angle qu'on va choisir, la sélection. C'est super intéressant, Sylvain. Toujours un plaisir de parler d'ajustement avec toi. On se voit la semaine prochaine? Oui. Et on va parler des nouveautés du côté des bois d'allée. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Notre conseil cette semaine est un conseil un peu moins conventionnel. C'est-à-dire, au lieu de venir au terrain d'exercice et frapper des balles droites, on va apprendre et comprendre comment frapper des effets. Comment frapper un crochet intérieur, un draw, crochet extérieur, un fade, une balle haute ou une balle basse. Commençons avec le crochet intérieur, le draw. Prendre notre position normalement. On va mettre notre pied arrière en retrait un peu. On va placer notre balle un petit peu plus au centre, main vers l'avant. Je vous recommande de tourner votre prise vers l'arrière pour avoir une prise un petit peu plus forte. Un moment important est de partir notre élan de golf un petit peu plus vers l'intérieur. Mais surtout, revenir de l'intérieur à l'extérieur. Un peu comme si au tennis, on viendrait brosser notre balle. Vous allez voir, ce qui va se produire, c'est que la balle va partir légèrement vers la droite de votre cible pour revenir doucement vers celle-ci. Maintenant, pour le crochet extérieur, le coup en fade, on va prendre notre position normalement. On va mettre notre balle légèrement un petit peu plus sur notre côté avant et notre pied
avant en retrait pour avoir un stance ou une position qu'on va dire ouvert, balle légèrement plus vers votre côté avant et ramener les mains un petit peu plus vis-à-vis votre balle. Je vous suggère aussi de prendre votre prise à une position un petit peu plus neutre, un petit peu plus faible. Partie importante pour réussir ce coup-là, le départ de votre élan doit être vers l'extérieur et surtout revenir vers l'intérieur pour avoir un effet de couper vers la balle. Effectivement, il se peut qu'à l'impact, vous devez garder vos poignets un petit peu plus fermes, qu'il n'y ait pas de relâchement pour bien voir une trajectoire qui va partir vers la gauche et revenir vers la cible. Maintenant, pour avoir une trajectoire de balle beaucoup plus haute, qui va s'arrêter beaucoup plus rapidement sur le verre, vous allez positionner votre balle légèrement en avant de votre position standard. Et le but, c'est d'aller chercher une petite sensation, d'aller soulever la balle au moment de l'impact. Donner de l'angle à votre tête de bâton au moment de l'impact. Un peu une petite sensation de pelletage quand arrivera le moment de la frappe. Et bien entendu, vous allez finir votre élan, les mains beaucoup plus hautes pour projeter la balle vers le ciel. Et maintenant, en terminant, la trajectoire à balle basse. Vous allez reculer votre balle légèrement de votre position standard, donc un petit peu plus vers le centre. Les mains bien vers l'avant. Vous pouvez mettre plus de poids sur votre côté avant ou vous assurer que votre sternum, votre centre de votre corps est bien vis-à-vis de la balle. La partie importante, c'est de finir notre élan en gardant les mains, en gardant la tige en une position basse à la fin. La prochaine fois que vous allez au terrain d'exercice, travaillez pas juste des balles droites. Allez développer votre finesse sur des balles à effet. Un draw, un fade, balle haute, balle basse. Vous allez voir, ça va être opportun lors de vos prochaines parties pour aller chercher un drapeau qui va être caché derrière une trappe ou faire atterrir une balle plus doucement si les verres sont très durs. Sur ce, je vous souhaite bon golf et surtout, amusez-vous bien. Saviez-vous qu'il existe plus de 38 000 parcours de golf sur la planète? D'un point de vue commercial, seuls les restaurants Subway et les franchises 7-Eleven dépassent ce nombre. 82 % des pays possèdent au moins un parcours de golf. Les États-Unis mènent à ce niveau, évidemment, avec plus de 16 000 parcours et 42 % de l'offre globale. À égalité, au deuxième rang, on retrouve le Japon et la Grande-Bretagne. Au quatrième rang, le Canada, avec 7 % de l'offre globale, avec plus de 2500 parcours. Et on complète le top 5 avec l'Australie et 4 % de l'offre. Fait étonnant, la Chine, avec 1,440 milliards de Chinois et Chinoises, n'offre seulement que 617 parcours pour 2 % de l'offre globale. La région de Mont-Tremblant est reconnue pour son golf de villégiature et pour les passionnés, le parcours Le Diable est un incontournable depuis plus de 20 ans. Et pour nous parler de l'expérience de golf incomparable qu'il propose, on rencontre Donald Delacasse, directeur des opérations golf. Le parcours est ouvert depuis 1999, a été dessiné par deux architectes de renom, Michael Ersden et Dana Fry, donc des gens qui ont quand même travaillé beaucoup au Canada et aussi aux États-Unis. L'expérience aux Diables est vraiment unique. Je pense qu'on a un terrain qui a un design que certains appellent un petit peu style Arizona, donc avec beaucoup de fosses de sable naturelles. Puis ce qui est vraiment remarquable, il y a une grande partie du terrain qui a été fait à même une plantation de pins. Donc on retrouve beaucoup de terrains qui sont sculptés à travers cette plantation avec, sur 7 trous, là, on retrouve des fosses de sable naturelles qui vont du départ jusqu'au vert, qui donnent vraiment beaucoup de défis à tous les golfeurs. Il y a plusieurs trous vraiment uniques. Moi, j'aime penser que la combinaison 1, 2, 3, c'est un peu le Amen Corner de Tremblant. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise ronde. Donc, c'est vraiment facile de sortir avec un plus 2 sur chaque trou, donc double bogey. Ceci dit, si on arrive à passer 1, 2, 3 avec un score qui est relativement près de la normale, on peut vraiment espérer une bonne ronde de golf.
On a d'autres trous également là, qui sont assez particuliers. Je pense au numéro 6 qui nous donne une vue là, sur le circuit Mont-Tremblant. Donc même à l'occasion, on va voir les véhicules se déplacer. Tout le neuf de retour est un peu différent. Donc on monte en montagne avec des vues imprenables sur le lac Ouimet et sur l'ancien Grey Rocks. Donc vraiment un feel complètement différent de ce qu'on trouve sur le premier neuf. Le golf à Tremblant reste quand même un golf de destination, donc on a beaucoup de gens là, qui viennent, soit qui sont en villégiature, donc des résidents de week-end, et beaucoup de gens qui sont ici pour une vacance, donc des gens qui viennent nous visiter là, pour quelques jours, voire quelques semaines. On a également une clientèle locale avec certains forfaits là, qui leur permettent de jouer plusieurs rondes par année. Tremblant s'est associé il y a quelques années avec Daniel Bilodeau qui opère l'Académie à Tremblant, probablement dans un des endroits les plus formidables au Québec pour apprendre le golf. Donc on a énormément d'espace, des tertres en agrostide, trappes de sable, beaucoup de cibles, abris et offre à tous les golfeurs là, soit des leçons privées ou des leçons de groupe ou des séries de leçons ou des forfaits là, de quelques jours consécutifs. Et on peut combiner ça également avec des rondes de golf et même des leçons sur le terrain. On peut même travailler en été à l'intérieur par mauvais temps et le tout est avec la technologie de TrackMan. On a dessiné le diable en prenant pour acquis que le clubhouse, le pavillon, c'était le village à Tremblant, non pas ici sur le site. Donc, on invite vraiment nos golfeurs à vivre l'expérience Tremblant. Donc, on joue notre ronde ici, puis par la suite, on a multitude d'activités, de restaurants, de choses à faire à la base de la montagne. Je pense que les gens, quand ils terminent de jouer, adorent l'expérience parce qu'encore une fois, c'est quand même relativement unique comme design. Il faut être prêt, par contre, à laisser un petit peu son orgueil de côté. Donc, c'est un terrain qui est relativement difficile. Et un des conseils que je donnerais aux gens, si on veut avoir vraiment une bonne journée, c'est d'être assez honnête et de choisir les bons tertres de départ. Donc, c'est un terrain là, qui offrait à l'origine 5 tertres, puis on a étendu ça à 7 tertres de départ. Et il n'y a rien comme pouvoir jouer notre deuxième coup sur une normale 4 sans avoir un bois 3 ou un hybride dans les mains, donc avoir le bon fer. Et pour ce faire, il faut choisir le bon tertre au début. Et on se rappelle que c'est un par 71, donc quand on regarde la distance, il faut quand même rajouter quelques centaines de verges pour avoir une comparaison avec une normale 72 qu'on est habitué dans les autres terrains de golf. Je dirais que si on n'a pas joué le diable une fois, il faut vraiment le mettre sur notre bucket list au Québec. Je pense que c'est définitivement un des incontournables du golf au Québec. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. La semaine prochaine, un invité bien spécial, encore une fois, ancien instructeur-chef des Canadiens de Montréal, Michel Thérien. À la leçon, Debbie Savoie-Morel va nous parler de l'importance d'une stabilité du bas du corps, particulièrement sur les coups roulés. Ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.